J'ai un jour demandé à Grok ce qui se cachait sous le Grand Canyon et qui avait foulé son rebord pour la première fois. La réponse était simple, un gouffre de roches et de rivières creusées au fil de millions d'années. Son histoire humaine était superficielle et récente. Les premiers peuples n'y étaient arrivés qu'il y a quelques milliers d'années. Puis, les archives ont commencé à contredire cette affirmation. En 1999, un journal prétendait qu'une cité cachée était scellée dans ces falaises. Des siècles auparavant, les Hopis parlaient d'un monde souterrain sous le canyon, de chambres où leurs ancêtres avaient jadis trouvé refuge. Et lorsque les scientifiques ont enfin découvert ce que recelait réellement le canyon, dans le sud-ouest américain, la réponse était plus ancienne et plus étrange que n'importe quelle cité perdue qu'un titre de journal aurait pu inventer. Quelque chose était là depuis bien plus longtemps que quiconque ne l'avait cherché. La question était de savoir quoi, et jusqu'où s'enfonçait la vérité, enfouie sous la pierre et le sable. Pour comprendre ce que le Grand Canyon pourrait bien cacher, il faut comprendre ce qu'il est réellement. La plupart des gens le connaissent comme un panorama. Ils se tiennent au bord du canyon et contemplent une immensité que l'esprit peine à appréhender. Une gorge de plus de 270 mètres de long par endroits, large de 29 kilomètres et profonde d'1,5 kilomètre du bord jusqu'au fleuve. En contrebas, le Colorado coule vert et étroit. La lame qui a creusé tout cela au fil d'un temps si long qu'il en devient insignifiant. Des couches s'accumulent le long des parois jusqu'à ce que la roche la plus ancienne, au fond, remonte à près de 2 milliards d'années. C'est l'un des paysages les plus étudiés de la planète, et pourtant bien moins connu qu'il n'y paraît. Car le canyon n'est pas une simple vallée ouverte, lisse et dégagée, que l'on pourrait déchiffrer depuis le bord. C'est un paysage accidenté de falaises, de canyons latéraux et de corniches cachées, sillonnés de part en part par des grottes scellées dans la roche. Le calcaire rouge des parois, à lui seul, une large bande pâle qui court comme un ruban le long des parois, abrite de vastes réseaux de grottes naturelles, des cavités et des passages creusés dans la roche, par des millénaires d'eau et de temps. Certaines s'ouvrent sur la paroi rocheuse, des centaines de mètres au-dessus du fleuve, accessibles uniquement par bateau, puis à pied. D'autres n'ont aucune entrée apparente. Beaucoup n'ont jamais été explorés. Même aujourd'hui, alors que le canyon est entièrement cartographié depuis les airs et arpenté par des millions de personnes, de vastes portions de ce monde souterrain n'ont jamais été explorées en détail. C'est le premier élément à préserver. Le canyon recèle des secrets non par métaphore, mais comme une réalité inhérente à sa structure. Un paysage de cette ampleur, de cette verticalité, de cette myriade de grottes accessibles uniquement à l'aide de cordes et de rivières, est fait pour garder un secret et ne jamais le livrer. Et les hommes l'ont toujours ressenti. Se tenir au bord d'1 kilomètre de vide, le regard plongé dans l'ombre, là où la lumière ne pénètre pas, confère à chacun la certitude que les profondeurs recèlent bien plus qu'il n'y paraît. Pendant des millénaires, des hommes ont vécu le long de ces rives et à l'intérieur de ces entrailles. Les pueblos ancestraux cultivaient ces terrasses et ces canyons latéraux. Des sentiers serpentent à travers la roche, vestiges d'une époque révolue, bien antérieure à l'arrivée des Européens. Villages, greniers et traces de la vie quotidienne se nichent dans les anfractuosités rocheuses à travers tout le système, témoins d'une présence humaine bien plus profonde que ne le suggère le bord vide du canyon. Le canyon
n'a jamais été inhabité. C'était un foyer, certes rude. Le terrain était donc propice à un mystère. Un paysage que tous connaissaient, mais que presque personne n'avait véritablement exploré. Un lieu au passé humain, avéré, et au monde souterrain inexploré. Un canyon qui dissimulait des grottes, comme d'autres lieux, ne cache rien. Si une histoire devait un jour naître au sujet de quelque chose d'enfoui dans ces falaises, c'était ici qu'elle prendrait racine. Et en 1999, une histoire vit le jour. Le 5 avril 1999, les lecteurs de l'Arizona Gazette, un journal de Phoenix, découvrirent dans ses pages l'un des articles les plus étranges jamais publiés par le journal. Le titre promettait des explorations dans le Grand Canyon. La révélation des mystères d'une immense et riche caverne. Des découvertes remarquables indiquant qu'un peuple ancien avait migré d'Orient. Et le récit qui suivait ressemblait moins à une information qu'à l'annonce d'une découverte qui allait réécrire l'histoire du continent. L'explorateur s'appelait J.E. Consincaid. Selon l'article, il avait descendu le Colorado en bateau de bois, et quelque part dans les profondeurs du canyon, il avait découvert une entrée perchée sur une falaise verticale, à des centaines de mètres au-dessus de l'eau, accessible uniquement depuis la rivière en contrebas. À l'intérieur, affirmait l'article, il ne s'agissait pas d'une grotte, mais d'une citadelle. Un passage principal s'enfonçait dans la roche sur plus de 300 mètres, et de là partaient des dizaines de chambres. Un véritable labyrinthe, creusé par la main de l'homme dans la pierre. Les détails s'accumulaient, tous plus étranges les uns que les autres. Il y avait des pièces abritant des greniers scellés, dont le contenu avait été miraculeusement préservé. On y trouvait des outils et des armes en cuivre. Il y avait des statues sculptées, dont le style, insistait l'article, rappelait l'art égyptien ou oriental et n'appartenait à aucun peuple connu d'Amérique du Nord. Assises dans les chambres, enveloppées et dressées, plutôt qu'allongées, gisaient des momies. Sur les urnes et les murs étaient inscrites des rangées de hiéroglyphes que personne, dans l'expédition, ne parvenait à déchiffrer, des symboles que le Smithsonian s'efforçait, paraît-il, de traduire. Car le Smithsonian, prétendait l'histoire, était à l'origine de tout cela. L'institution finançait les travaux et un professeur du nom de S.A. Jordan avait été chargé de diriger l'étude. La conclusion de l'article était stupéfiante. Le peuple qui avait bâti cette cité souterraine était d'origine orientale, probablement égyptienne, et remontait à l'époque de Ramsès. Si les tablettes pouvaient être traduites, affirmait le journal, l'Égypte et le Nil seraient reliés à l'Arizona et au Colorado par une chaîne historique s'étendant jusqu'à des âges dépassant l'imagination la plus fertile. Il ne s'agissait pas d'un article anecdotique relégué aux dernières pages. Il figurait en première page. 4 jours plus tard, le 9 avril, la Gazette y revenait, développant le récit, décrivant l'enthousiasme du professeur et précisant l'agencement des chambres et les richesses qu'on disait y trouver. Pour un lecteur de 1999, cela ne ressemblait pas à une invention. On aurait dit l'annonce d'une découverte qui allait bouleverser toutes les certitudes sur l'origine des premiers colons américains. Et puis, après avoir tant promis, l'article s'arrêtait net. Il n'y eut jamais de 3e article. Aucune photographie des chambres ne parut jamais. Aucun outil en cuivre, aucun corps embaumé, aucune statue sculptée ne fut jamais placée dans un musée. Aucun rapport scientifique ne suivit, aucun plan précis, aucun compte rendu officiel
de la plus grande découverte archéologique jamais faite sur le continent. L'expédition qui aurait soi-disant mis au jour une cité perdue sous le Grand Canyon disparut aussi complètement que si elle n'avait jamais existé. Et le silence qui suivit allait paraître aussi étrange que la caverne elle-même. Voici ce qui rend l'article de journal plus difficile à ignorer qu'il n'y paraît. Bien avant 1999, un autre récit d'un monde souterrain sous ce paysage existait déjà. Il ne provenait pas d'un journal. Il provenait des Hopis, dont les ancêtres vivaient sur ces terres depuis très longtemps et qui le transmettaient non pas par écrit, mais par la mémoire, précieusement transmise de génération en génération. La tradition Hopi parle d'émergence. Dans leurs enseignements les plus anciens, l'humanité n'a pas commencé dans le monde que nous connaissons. Elle a traversé des mondes antérieurs à celui-ci. Et chacun de ces mondes s'est achevé dans la catastrophe. À chaque fois, un fragment de l'humanité était guidé vers un lieu sûr et conduit vers l'ère suivante. Le monde actuel, dans ce récit, est celui que les ancêtres ont atteint après avoir remonté des profondeurs, en passant par une ouverture sacrée appelée le Séapu, un lieu réel du paysage nordique, et non un symbole du ciel. Pour les Hopis, il ne s'agissait pas d'une simple histoire. C'était leur histoire, leur identité, le récit de leurs origines. La tradition veut que, lorsqu'ils étaient encore sous terre, les ancêtres n'étaient pas seuls. Des êtres, les Hopis, vivaient déjà dans le monde souterrain. On les appelle le peuple des fourmis. Ce nom peut induire en erreur, car leur description ne correspond pas à celle d'insectes. On se souvient d'eux comme d'êtres intelligents qui habitaient des chambres souterraines et connaissaient les recoins cachés du monde d'en bas. Lors des destructions, lorsque la surface devint invivable, ce sont ces êtres qui abritèrent les ancêtres, les nourrirent et les protégèrent jusqu'à ce qu'il soit possible de remonter vers la lumière. Certains récits les décrivent comme plus grands que les hommes ordinaires. D'autres se souviennent d'eux comme étant couverts de poils. Presque tous s'accordent à dire qu'ils appartiennent au monde souterrain et non au village construit plus tard en surface. Rien de tout cela n'est présenté ici comme un fait avéré. Et il est important d'être précis à ce sujet. Ce sont des enseignements sacrés et une tradition orale préservée, étudiée par les anthropologues comme des éléments de la cosmologie Hopi, et considérée par de nombreux Hopis, encore aujourd'hui, comme une vérité spirituelle. Il s'agit d'une vision du monde documentée, soigneusement transmise de génération en génération. Ce n'est pas un compte-rendu scientifique d'une cité souterraine, et la tradition elle-même ne se veut pas une description scientifique. Pourtant, si on la met en parallèle avec un article de journal, la résonance est difficile à ignorer. Un journaliste de Phoenix a décrit des chambres cachées au plus profond du Grand Canyon, des vestiges scellés, des passages s'enfonçant dans la roche. Les Hopis ont décrit un monde souterrain, sous ce même paysage, des chambres souterraines, des êtres qui y vivaient avant l'arrivée des ancêtres. Ces parallèles ne prouvent rien. Ils ne signifient pas que l'article de journal disait vrai. Et ils ne transforment pas la tradition orale en archéologie, mais ils soulèvent une question qu'il convient de ne pas négliger. Deux sources totalement distinctes, l'une un article sensationnaliste paru une seule année, l'autre une tradition transmise de génération en génération, pouvait-elle converger vers le même sujet, la même intuition profonde qu'un secret se cachait sous ces falaises? La question se pose avec plus d'acuité qu'elle n'apporte de réponse. Pour y répondre,
il fallait vérifier l'information relayée par le journal. Des recherches furent donc entreprises, et le premier réflexe fut de se tourner, non pas vers le canyon lui-même, mais vers l'institution sur laquelle s'appuyait l'article, car tout reposait sur une seule affirmation. Le Smithsonian était censé financer les travaux. Si cela avait été vrai, il y aurait eu des traces. Une expédition de cette envergure laisse des documents, de la correspondance, des preuves de financement, des notes de terrain, un archéologue employé. Les chercheurs interrogèrent donc directement le Smithsonian. Et la réponse fut sans équivoque. L'institution n'avait aucune trace d'un explorateur nommé G.Q. Kincaid. Elle n'avait aucune trace d'un professeur S.A. Jordan lié à une quelconque expédition au Grand Canyon. Elle n'avait jamais financé de tels travaux et ne possédait aucun artefact correspondant à la description de l'article. Le reste de la piste était tout aussi vide. L'article ne mentionnait aucun auteur. Aucun autre journal ne relaya l'information. Il n'y eut aucun suivi, aucun plan précis des chambres, aucune photographie d'un corps enveloppé ou d'un outil en cuivre. Bien que l'explorateur ait été censé avoir un appareil photo de qualité, rien ne fut jamais exposé dans un musée. Rien ne fut jamais publié dans une revue scientifique. Pour une découverte censée relier l'Égypte à l'Arizona et redéfinir le peuplement d'un continent, elle ne laissa derrière elle absolument rien de tangible. Replacée dans son contexte, l'histoire prit un tout autre sens. En 1990, les journaux se livraient une concurrence féroce pour attirer les lecteurs, et les récits sensationnels étaient un moyen reconnu de faire vendre des journaux pendant les périodes creuses. L'époque publiait de véritables découvertes aux côtés d'inventions pures et simples, et l'histoire d'une cité orientale perdue, cachée dans un canyon américain emblématique, semblait presque conçue pour capter l'attention. La logique de l'article était également bancale. Il n'expliquait jamais comment les anciens Égyptiens auraient pu traverser jusqu'à l'intérieur des terres de l'Arizona, ni pourquoi ils se seraient installés dans une gorge isolée, ni comment la découverte fortuite d'un explorateur solitaire avait pu déclencher une expédition institutionnelle d'envergure en quelques mois. Et puis il y a le canyon lui-même, qui a été exploré de fond en comble au cours des siècles suivants. Des chasseurs de trésors ont suivi les indices de l'article et trouvé les points de repère, sans jamais parvenir à les faire coïncider. Les gardes du parc, qui connaissent pourtant bien le terrain, ne signalent aucun site de ce genre dans leurs archives, ni d'après leur expérience. Des relevés modernes, utilisant un radar à pénétration de sol et la cartographie aérienne, ont documenté de nombreux sites archéologiques authentiques à travers le canyon. Et aucun d'eux n'est une citadelle d'1 kilomètre de long avec des greniers, des momies et des tablettes hiéroglyphiques. Lorsque de véritables sites existent dans ce paysage, ils sont découverts et étudiés. Celui-ci ne l'a jamais été, car il n'y a rien à y trouver. Le verdict doit donc être rendu honnêtement. La cité égyptienne souterraine était une invention, une pure invention, de journal qui a survécu à ses auteurs pendant plus d'1 siècle. Le mystère n'a jamais été de savoir si la Gazette avait publié l'article. C'est manifestement le cas, et les pages existent encore. Le mystère était de savoir si les événements décrits s'étaient réellement produits. Et toutes les vérifications possibles indiquent que non. Mais prouver qu'un journal a tort n'est pas la même chose que prouver qu'un canyon est vide. L'histoire était fausse. Cela ne signifiait pas pour autant que rien ne se cachait sous les falaises.
Cela signifiait simplement que la véritable découverte n'avait pas encore eu lieu, car quelque chose se trouvait là, non pas dans une citadelle légendaire à 1 kilomètre de profondeur, mais dans les véritables grottes que recèle le canyon. Scellées dans ces falaises comme le calcaire rouge, scelle tout ce qu'on lui confie. Et lorsqu'on la découvrit, elle s'avéra plus ancienne que le journal n'avait osé l'imaginer, et bien plus humaine que des urnes d'or et des rois embaumés. L'endroit s'appelle la grotte de Stanton, une ouverture naturelle dans les parois de Marble Gorge, bien au-dessus de la rivière, dans la partie supérieure du canyon. Au milieu du siècle dernier, un batelier du nom de Bus Hatch y fit une étrange découverte. Plus tard, l'archéologue Robert Huller entreprit des fouilles approfondies sur le site, dégageant les sédiments secs et protégés que la grotte avait conservés intacts pendant des millénaires. Ce que lui et d'autres mirent au jour dans la grotte de Stanton et dans d'autres grottes semblables du canyon n'était pas un trésor au sens ordinaire du terme. C'était petit, paisible et extraordinaire. Il s'agissait de figurines. Chacune était taillée dans une simple brindille, généralement de saule, fendue dans le sens de la longueur, puis pliée et enroulée sur elle-même avec une grande habileté, jusqu'à prendre la forme d'un animal. Certaines représentaient clairement des cerfs, d'autres des mouflons d'Amérique. Ces mêmes animaux qui peuplaient ces terres et dont les habitants dépendaient. Plusieurs portaient des traces de minuscules lances. Une petite figurine en saule était traversée comme transpercée par une proie. Plus de 100 figurines ont été découvertes dans la seule grotte de Stanton. Et dans tout le sud-ouest, plus de 400 ont été mises au jour sur plus de 30 sites différents. Leur ancienneté est ce qui interpelle. Elles ne sont pas l'œuvre d'hommes récents. La datation au radiocarbone les situe à environ 4000 ans. Les résultats de ces grottes se situant entre 4300 et 3700 ans avant notre ère. Les scientifiques Robert Huer et Alan Olsen ont publié certaines des premières datations dans la revue Science en 1965. Et le constat était sans appel. Ces figurines appartiennent à la période archaïque du désert, celle des chasseurs-cueilleurs qui parcouraient le sud-ouest bien avant l'agriculture, bien avant les pueblos et les villages, bien avant tout ce que la Gazette avait évoqué. Et il ne s'agissait pas de simples sculptures. Le soin apporté à leur fabrication, les lances qui les transpercent, la manière délibérée de les déposer dans des grottes profondes et difficiles d'accès, tout cela témoigne d'un rituel, très probablement un rituel de chasse, un acte intentionnel plutôt qu'un jouet abandonné. Dans certaines grottes, les figurines étaient placées parmi les ossements d'animaux aujourd'hui disparus, notamment celui d'une chèvre de montagne éteinte qui a disparu de ces falaises à la fin de la dernière période glaciaire. Des hommes s'étaient aventurés dans l'obscurité du canyon il y a des milliers d'années et avaient laissé ces petites figurines d'animaux aux côtés d'ossements bien plus anciens, pour des raisons que nous pouvons entrevoir sans jamais les comprendre pleinement. C'était le monde perdu que le canyon avait réellement conservé, non pas une civilisation égyptienne importée qui n'est jamais venue, mais la vie spirituelle authentique et patiente d'un peuple qui avait sa place ici, scellé dans la roche pendant 4000 ans et finalement ramené à la lumière. Le journal avait promis une civilisation enfouie et n'avait rien livré. Les grottes n'avaient rien promis et avaient livré la vérité. Et la vérité, une fois qu'on élargit la perspective au-delà des parois du canyon, ne faisait que commencer à devenir plus étrange. Pour en saisir toute l'étrangeté,
il faut quitter le canyon et traverser une étendue désertique vers le sud-est, au Nouveau-Mexique, jusqu'à un lieu appelé White Sands. Aujourd'hui, c'est un bassin de dunes, de gypse pâle, aride et aveuglant sous le soleil. Mais à la fin de la dernière période glaciaire, c'était une zone humide, la rive d'un lac peu profond appelé Oro. Et le long de ces rives boueuses, des hommes ont marché. Ils ont laissé leurs empreintes imprimées dans cette boue qui a durci, et le prince a survécu. Découverts en 2009 et fouillés une décennie plus tard par une équipe de l'université de Bournemouth en collaboration avec le service des parcs nationaux, ces vestiges comptent parmi les traces les plus humaines jamais extraites du passé lointain. Non pas des outils, ni des ossements, mais les véritables empreintes de personnes vaquant à leurs occupations. Et puis, les datations sont arrivées et tout a basculé. En 2021, une étude publiée dans la revue Science a révélé que les empreintes dataient de 21 000 à 23 000 ans. Un tel chiffre était considéré comme impossible. Pendant la majeure partie du siècle dernier, le récit communément admis suggérait que les premiers humains avaient foulé le sol américain il y a environ 13 000 ans, traversant la Sibérie au moment où la période glaciaire s'est relâchée et que les calottes glaciaires se sont écartées pour s'ouvrir vers le sud. Des traces de sable blanc attestaient d'une présence humaine des milliers d'années auparavant, au plus fort du dernier maximum glaciaire, la période la plus froide de toute l'ère, censée être une fermeture définitive des frontières. Une telle découverte suscite la controverse, et à juste titre. Les critiques ont souligné que les premières datations provenaient de graines d'une plante aquatique, et que ces plantes peuvent absorber du carbone ancien de l'eau dans laquelle elles poussent, ce qui pourrait fausser leur datation. Cette objection était pertinente et a été examinée au lieu d'être écartée. En 2023, une seconde étude scientifique a été menée sur le site et 2 nouvelles datations ont été effectuées. L'une basée sur l'analyse des pollens anciens, l'autre sur la date de dernière exposition au soleil des grains de quartz. Les 2 méthodes ont abouti à des résultats concordants. En 2025, une équipe dirigée par le géologue Vance Holliday a daté la boue du lit du lac et envoyé les échantillons à 2 laboratoires indépendants. Ces derniers ont de nouveau conclu à une datation comprise entre 2700 et 222 400 ans environ. 3 types de preuves convergent. Les empreintes témoignent de bien plus qu'une simple datation. Autour d'elles gisent les traces des animaux qui partageaient autrefois ce rivage disparu. Mammouths, paresseux, terrestres géants, loups redoutables et lions américains. À un endroit précis, le témoignage est saisissant. Une empreinte humaine longe la trace d'un paresseux géant. Une personne suivant l'animal, le traquant dans la boue il y a 22 000 ans, une image figée comme si la scène s'était déroulée hier. Force est de constater que tout le monde n'est pas convaincu. Certains archéologues, dont Michael Waters, doutent encore de la fiabilité des datations et soulignent l'absence d'outils ou de campements autour du prince. Cette mise en garde est pertinente. Mais même les sceptiques admettent que si les empreintes sont aussi anciennes, la chronologie enseignée au monde est erronée. Des populations ont foulé le sol américain bien plus tôt qu'on ne le pensait, au cœur de l'ère glaciaire, côtoyant des animaux disparus depuis 11 000 ans. Voilà la véritable réécriture de l'histoire humaine que les journaux d'antan n'avaient fait que feindre de proposer. Et une question demeure. Qui était-il ? La réponse ne se trouve pas dans ces empreintes dépourvues d'eau et de sang. Elle provient d'une autre région du sud-ouest
et d'un peuple encore présent pour la révéler. En 2025, la revue Nature a publié une étude inédite, car elle avait été demandée et menée à bien par le peuple concerné. Le Pueblo Picuris, une petite nation tribale du nord du Nouveau-Mexique, avait vu des étrangers forer et contester ses terres. Ils se sont alors tournés vers la génétique pour prouver l'ancienneté de leurs racines. Ils ont contacté le généticien Ezi Wilhelv et ses collègues, et avec l'accord de la tribu qui se réservait le droit d'interrompre les travaux à tout moment, l'équipe a séquencé les génomes de 16 individus anciens Picuris ayant vécu entre 1300 et 1500 environ, et les a comparés à ceux de 13 membres actuels de la tribu. Le premier auteur, Thomas Penoté, et ses collègues ont découvert ce que les Picuris avaient toujours affirmé. Une continuité génétique manifeste existe entre les anciens Picuris et les actuels, une lignée ininterrompue s'étendant sur 1000 ans. Cette lignée remonte encore plus loin, les reliant aux ancêtres puebloans enterrés à Pueblo Bonito, dans le canyon de Choco, le grand centre cérémoniel dont le peuple s'est dispersé il y a 8 siècles. La méthodologie employée est aussi importante que les résultats obtenus. Une précédente étude d'ADN du canyon de Choco, publiée en 2017, avait été réalisée sans le consentement des tribus qui y avaient établi leurs origines. Cette fois, la science s'est mise au service du peuple au lieu de l'opprimer. C'était la première fois qu'une tribu reconnue par le gouvernement fédéral des États-Unis menait et co-rédigeait une étude génomique sur ses propres ancêtres. Les génomes révélaient aussi une histoire plus sombre. Ils enregistraient une chute d'environ 85% de la population des Pécures après l'arrivée de la domination coloniale espagnole dans le sud-ouest au XVIe siècle. Une catastrophe inscrite directement dans l'ADN. Aujourd'hui, les Pécures ne sont plus que quelques centaines, et pourtant, ils sont toujours là, occupant toujours les mêmes terres que leurs ancêtres. Voilà la véritable correction de l'article du journal. Ce dernier imaginait les anciens peuples du Sud-Ouest comme des étrangers disparus, une race à expliquer. L'ADN dit le contraire. Ils n'ont pas disparu et ils ne venaient pas d'ailleurs. Ils sont les ancêtres directs des nations autochtones qui existent encore aujourd'hui. Et maintenant, leur tradition orale et leur génome racontent une seule et même histoire. Les Pécures ont toujours dit qu'ils venaient du Choco. La science le confirme. La véritable découverte sous et autour du Grand Canyon n'a jamais été une civilisation perdue. Elle résidait dans la profondeur et la pérennité de celle qui avait toujours été là. Revenons au bord du canyon et à la question à laquelle Grok avait répondu si simplement. Le journal avait promis une cité égyptienne enfouie, un peuple disparu, caché dans les falaises, une découverte qui allait stupéfier le monde. Il n'a rien tenu, ni grotte, ni rois embaumés, ni tablettes hiéroglyphiques, aucune trace de leur existence. Mais la vérité, sous le canyon et à travers le sud-ouest américain, s'est révélée plus vaste que le mensonge. De petits animaux en osier, scellés dans l'obscurité d'une grotte pendant 4000 ans. Des empreintes de pas imprimées dans la boue de l'ère glaciaire il y a plus de 20 000 ans. À côté des traces de paresseux et de mammouths disparus depuis longtemps. Un sang qui relie les vivants aux anciens par un lien ininterrompu. Le mystère n'a jamais été un peuple étranger, caché dans la roche. Il résidait dans la durée de la présence humaine sur cette terre, et dans tout ce que la pierre et le sable recèlent encore, attendant d'être déchiffrés.